Salut les poolers et bienvenue à l'épisode 2 de la saison 1 de 100% Pool, le podcast propulsé partout sur le hockey qui va vous aider à gagner votre pool cette année. Je suis votre animateur Oli OG Fizet et je suis évidemment accompagné de mon co-animateur, le whiz des waivers, les boires des dumps. Dump Truck. Guillaume Money Chase Corbeau. Corbeau, comment ça va? Ça va bien me faire traiter de vidangeur en commençant l'épisode. Tu commences ça raide, mais je vais le prendre. On en a quelques-unes dump aujourd'hui dans notre épisode. Évidemment, début de saison, fait qu'on va pas trop peser fort sur le crayon, mais il y a quand même certaines tendances déjà après 3-4 matchs pour certaines équipes. Plus que la saison va avancer, plus qu'on va être capable de dire que on s'est trompé finalement. Ça risque d'être ça. Wrong. Ouais, aujourd'hui, lors de notre deuxième épisode, on va jouer un peu aux surveillants de cafétéria, toi puis moi, Guillaume. Donc, pour nos 3 périodes, on va commencer évidemment avec un petit warm-up de 3 minutes, suivi de nos 3 périodes de 15 minutes. Et pour le warm-up, Guillaume, j'avais envie de te parler évidemment du Canadien. On est des fans des Canadiens. I see that you're a Montreal Canadiens fan. On n'en parle pas nécessairement toujours, sauf que le Canadien est le talk of the town au hockey. Écoute, le contrat de Lane Hutson est juste miraculeux. Là. Ça va permettre aux Canadiens d'avoir une bonne équipe pendant longtemps. Quand on regarde d'un point de vue de production de pool de hockey, ça veut dire que les Caulfield, les Suzuki, les Hudson, justement, même les Demidov, vont avoir une production d'avantages numériques qui vont être ensemble pendant longtemps. C'est comme une bonne nouvelle pour des poolers aussi, ou des mauvaises nouvelles si vous êtes un fan de Noah Dobson et vous espériez peut-être que Hudson fasse la grève en début de saison l'année prochaine. C'est une bonne nouvelle pour les poolers qui ont des joueurs des Canadiens qui ont pris ce risque-là de s'auto-flageller à chaque match du CH en regardant ses joueurs ne pas faire de points, chose que j'ai fait par erreur dans un de mes pools. Mais c'est une bonne nouvelle. C'est quand même c'est un super beau contrat. Puis en tant que fan, on peut pas être déçu d'avoir un contrat, d'avoir Hudson pour encore 9 ans, là, parce que cette saison est comptabilisée donc pour 9 ans à moins de 9 millions par année. Dans un pool à masse salariale, Hudson a quand même encore va encore être une aubaine là, pendant longtemps. Et c'est ça, parce que là, tu te dis, en tant que fan, évidemment, bon, très content, là, c'est sûr. La preuve, c'est qu'ils ont renouvelé Jeff Gorton et Kent Hughes pour un autre 5 ans. Mais en termes de pooler, il y a des gens qui viennent comparer le contrat de Hughes à celui de McDavid comme étant le meilleur contrat qu'il va y avoir dans les prochaines années. Sur une masse salariale, quand même, là, Hughes, sur un 2 ans, ça va représenter un salaire qui est environ de 5 millions là, en termes de dollars d'aujourd'hui et le pourcentage sur la masse salariale. Dans les 2 contrats, tu préfères celui de Connor McDavid ou celui de Hughes? Je vais prendre McDavid. J'aime mieux McDavid que Hudson. Hudson. J'ai dit Hughes depuis tantôt. Hudson, ouais. Bravo. Hudson, c'est pas grave. Je pense qu'on a compris que c'est Kent Hughes qui a donné le contrat à Lane. Mais je vais quand même prendre McDavid, un gars qui a le potentiel de faire 130, 140 points à 12 millions et demi. Ça court vraiment, vraiment pas les rues. McDavid représente 2 joueurs. C'est comme si tu avais 2 joueurs d'un point par match quasiment. 2 joueurs de 70 points à 6 millions, c'est pas fréquent. Là. Fait que je vais quand même préférer McDavid, mais Lane demeure une option vraiment, vraiment intéressante. Surtout quand tu compares avec les autres contrats qui ont été signés d'un point de vue masse salariale. Tu sais, quand tu regardes tout ce qui est avec Jackson Lacombe à 9 millions, pas mal beaucoup de valeur. On parle pas de Kaprizov à 17 d'un point de vue offensif. Tu as Luke Hughes aussi qui a signé à 9 millions par saison. Noah Dobson à 9,5. C'est tous des gars qui sont vraiment, vraiment très chers. Je sais que Lane va partir très, très tôt dans les poules à masse salariale pour les prochaines années. Tant et cependant que Quinn Hughes n'a pas renouvelé son contrat, le Quinn va partir avant, mais ce n'est qu'une question de temps avec Makar et Hughes. Quinn, en fait, renégocier leur contrat et fassent simplement sauter la banque. Fait que je pense qu'il va devenir la meilleure aubaine pour un pool à masse salariale dans un avenir très, très, très rapproché. Et maintenant, petit sujet peut-être plus relax avant de commencer nos périodes. Qu'est-ce que tu penses des choix des chansons des joueurs des Canadiens au moment où on enregistre? Là, c'était le match inaugural justement des Canadiens de Montréal. Lequel a été ton préféré? Écoute, Zachary Bolduc, c'est Pat. Yo, what up, Québec? Il faut le faire. Il faut quand même souligner que Montembeault et Carrier ont choisi là, des artistes québécois, francophones. Mais écoute, c'est Pat, faut le faire. C'est quand même un statement. Le gars vient d'arriver, il a joué 4 games avec les Canadiens. Ça a bien commencé sa saison, mais on va lui donner à tout seigneur, tout honneur, faire jouer du Sir Pat au Centre Bell. C'est, on va, je peux pas être déçu. Sir Pat a dit, c'est la place que j'ai choisie. Le Québec, c'est la place que j'ai choisie.
c'est la place que Jacques Bolduc a choisie pour notre première période. On va commencer avec les dumps. Parce que justement, nous, on va pas y aller avec les joueurs à aller chercher et les joueurs à dropper. On va faire le dump and chase. Donc, qui sont les joueurs que vous voulez dumper et les joueurs à aller chasser? Pour le dump, évidemment, on va vous donner des joueurs qui sont souvent des joueurs qui sont soit très utilisés ou très peu utilisés. On est quand même très tôt dans la saison régulière. Donc, comme je disais, on va jouer aux surveillants. Il y a peut-être des joueurs qu'on va vous dire de littéralement dumper et d'autres peut-être que c'est peut-être plus à surveiller pour que vous puissiez dumper parce qu'évidemment, on reste avec des lunettes roses en ce début de saison. Pour ceux qui... Ça a quand même pris quasiment 5 minutes avant de t'expliquer ton look un peu catastrophique, mais oui, c'est exactement ça. Dumper, quand on parle de dumper, on ne veut pas dire dropper parce que c'est pas tout le monde qui a des benches et autres. On peut le dumper à un autre directeur gérant général, comme dirait Serge Savard, d'une autre équipe. Donc, ça va être un joueur qui surperforme et que sa performance est vraiment insoutenable et qu'on va vouloir tenter de maximiser sa valeur. Donc, on parle plus d'une valeur d'un joueur à ce moment-là. Mais ça peut être dumpé, évidemment, le laisser tout simplement dans le waiver, mais ça peut aussi être dumpé à un autre directeur général pour aller chercher un joueur qui va se retrouver dans la catégorie peut-être chase, justement un joueur qu'on va aller chercher, que ce soit via transaction ou sur le marché des joueurs autonomes. Dépendant de vos pools, évidemment, et la profondeur de vos pools, ça va varier, mais on va quand même tenter de mettre nos lunettes roses, comme tu dis, Ali, sur des joueurs qui ont plus de chances d'être échangés ou d'être disponibles sur le marché des joueurs autonomes, sur le waiver wire, pour utiliser l'expression anglophone. Fait que c'est vraiment le but du dump and chase. Donc, sans plus tarder, quel est ton premier joueur dump dans cette catégorie? Je vais commencer avec un défenseur que j'aime quand même beaucoup puis que j'ai encensé lorsqu'on a fait les Kings de Los Angeles. Je vais aller avec Drew Doughty, qui joue beaucoup de minutes quand même. Il joue pas loin de 24 minutes par match, mais il a perdu le premier avantage numérique depuis le début de la saison aux mains de Brent Clark. Est-ce que je le dumperais rapidement? Peut-être pas. Je serais peut-être un peu patient, mais il reste qu'en ce moment, il ne peut pas avoir une plus grande valeur que d'avoir fait 3 points en 4 matchs. C'est un gars qui a un nom assez important aussi dans le monde du hockey, donc c'est intéressant. Puis il faut quand même se dire que bon, il a commencé beaucoup de mises en jeu en zone offensive depuis le début de la saison. Vous allez me dire, c'est juste 4 matchs. Oui, mais il a joué 65% de ses mises en jeu en zone offensive, ce qui est trop par rapport à ce que Doughty fait normalement. Et son nombre de passes secondaires, là, il y en a 2 sur 3. Fait que, c'est pas lui qui a drivé ses 3 mentions d'aide. Il pourrait avoir une seule passe, puis ça serait pas impossible non plus. Donc, c'est pas quelque chose qui m'excite. Et il a pas tiré beaucoup non plus au filet. Là. Il y a 6 tirs en 4 matchs, qui est dans ses bas totaux en carrière. Donc, il n'y a pas un signe qui dit que Doughty son rythme est insoutenable, mais même qu'il va peut-être ralentir un peu plus s'il perd l'avantage numérique. Ce qui sait pourquoi c'est un joueur que j'étais en train d'échanger ou de dumper, surtout à 36 ans. Si vous avez des keepers, c'est pas un gars qui va rester dans votre équipe encore très, très longtemps. Donc, peut-être un club qui aspire aux grands honneurs. Ou si vous aspirez aux grands honneurs, ben, tentez d'aller chercher un joueur qui va être peut-être underrated un petit peu plus tard. Drew Doughty, c'est mon premier dump du jour, l'assistant capitaine des Kings de Los Angeles. Ouais, je pense qu'il exemplifie exactement ce que l'on veut dire par dump, qui n'est pas un joueur que vous allez justement dropper, comme on dit en bonne expression de pooler, mais justement que c'est un joueur qui est excellent, mais pour échanger peut-être justement parce que sa valeur est peut-être un petit peu trop élevée. De mon côté, je vais y aller avec un joueur on aimait vraiment beaucoup. Je pense que toi et moi, on se le dit souvent, Guillaume, quand il y a plein de joueurs on est très fiers d'avoir callé, comme on dit, d'avoir dit d'avance. Il a joué 3 games. Évidemment, liste de surveillance, il va peut-être se reprendre. Mais je parle ici de Ryan Donato, qui connaît quand même un début de saison un peu décevant. On pensait qu'il allait justement être un peu plus revigoré de jouer sur une ligne avec Connor Bedard. Il est déjà rendu sur une 4e ligne. Évidemment, daily reminder de daily face-off déjà dans cet épisode où on vous dit faites attention, ça peut changer rapidement. Mais c'est Colton Dach qui est rendu sur une première ligne. Je suis un peu déçu. Il y a eu quelques tirs par game 2. Rien à m'exciter. J'ai vraiment peur que s'il ne joue pas sur cette première ligne, premièrement, il n'y a pas de deuxième place. Il n'y a pas de place sur cette deuxième ligne avec Frank Nazar, Teravainen et Bertuzzi. Donc, s'il ne joue pas sur cette première, il devient très rapidement très peu relevant, justement. Donc, j'ai très peur avec ce cher Ryan Donato. J'y crois encore quand même. Il y a une possibilité que le deuxième trio là, qui bouge un peu puis qu'on tente de le relancer. Effectivement, c'est un gars qui a fait ses points sans Bédard l'année dernière sur une deuxième ligne. Et là, avec
avec le duo Deravinen-Nezar qui fonctionne super bien, c'est comme s'il n'y a pas de place pour Donato. J'avais comme pas vu venir dans une analyse de dire deux joueurs sur un autre trio vont cliquer, puis on va pas y mettre on va y mettre Bertuzzi et non pas Donato. Un peu surprenant, mais j'ai quand même encore espoir là, que Donato va revenir. Peut-être pas une 60aine de points, mais j'ai encore espoir. Mais oui, là, c'est un joueur à dumper pour le moment. Il y a aussi pas un très gros nom, pas une très bonne réputation, ce qui est pas une mauvaise idée. Surveillez-le. Ton prochain joueur, Guillaume. Moi, j'irai avec un coéquipier de Dowdy qui va être Alex Laferrière, qui a été joué sur un 4e trio lors du dernier match. Aucun point en 4 matchs. Tout est à la baisse. Son nombre de tirs est à la baisse. Son temps de jeu est à la baisse. Son temps d'avantage numérique est à la baisse. Bref, aucune bonne nouvelle dans son cas. Pourtant, ça a très, très bien cliqué avec Fiala et Byfield l'année dernière. On pensait bien que ce trio-là était remanié, remis ensemble en début de saison. Et le pudding a tout simplement pas pogné avec Laferrière. Donc, Byfield, Fiala est resté et on tente un troisième roue au carrosse. Et c'est Laferrière qui se retrouve sur un trio plus défensif. Évidemment, il y a un style de jeu qui va peut-être plus s'apprêter à un 3e, 4e trio. Mais Laferrière, c'est un gars que je dropperais tout simplement. J'ai pas beaucoup d'espoir là, qu'il va rebondir, malheureusement. Kuzmenko, qu'est-ce que tu en penses rapidement? Juste, je sais qu'on n'en a pas parlé, mais je sais qu'il a déjà commencé l'année quand même très fort. Mais il me fait peur encore un peu. Si jamais vous avez pris une chance sur le camarade Kuzmenko, là. C'en est un autre, moi, chez les Kings, que je regardais, que je me disais, il me fait peur, justement, de venir tomber, vu qu'il ne tire pas beaucoup. Kuzmenko, ses 2 passes sont des passes secondaires. Donc, encore une fois, c'est du Kuzmenko tout craché. Ce n'est qu'une question de temps. C'est un autre à éviter. Je vais donner un peu plus de chance. Je suis pas sûr que je l'éviterai demain matin. J'attendrai un peu. Tandis que la Ferrière, c'est tout de suite. Tout de suite, immédiatement. De mon côté, je vais t'imiter un peu avec Drew Doughty. Je vais y aller avec un Shea Theodore. Et la raison pourquoi, c'est évidemment, on vous l'a dit, c'est un band-aid boy, c'est quelqu'un qui se blesse beaucoup. Quand on vous dit un dump d'un joueur d'aller échanger peut-être à quelqu'un parce qu'il y a encore un nom derrière. Tu sais, quand tu parles de Shea Theodore, les gens font comme, OK, c'est un bon joueur, il fait beaucoup de points. Mais le problème, c'est qu'à Vegas, en ce moment, sur un power play, il est pas là. C'est un peu étonnant parce que c'est quelqu'un qui, ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui, offensivement, tu sais, qui est quand même, qui a une bonne réputation, qui a de la notoriété, et on lui préfère un gars comme Mark Stone, Thomas Hertel, Jack Eichel, Mitch Marner, et peut-être un joueur qu'on va reparler dans la portion de Chase, qui est Pavel Dorofeyev. Donc, Theodore, là-dessus, ça me fait vraiment peur. De mon côté, là, si j'étais vous, juste à cause du fait de son déploiement sur l'avantage numérique, j'irais l'échanger tout de suite. Je pense que ça vaut la peine. Il va peut-être se blesser demain matin. L'affaire, c'est que Theodore, quand il joue, s'il joue et il ne fait pas de points, ça va être longtemps parce qu'il va manquer une 20aine de matchs. Donc, ça lui laisse moins de matchs qu'un autre pour rattraper ses points perdus en début de saison. Donc, effectivement, Theodore, c'est un gars qui est en train d'échanger le plus rapidement possible. Il a une très, très grosse valeur. C'est assuré qu'il va avoir quand même un poisson qui va mordre à cet hameçon-là. Et là, pour ton 3e joueur, moi, je me suis mis justement pour ceux qui ne nous voient pas en Spotify, on vous invite d'aller évidemment sur YouTube, vous allez pouvoir voir évidemment mes belles lunettes roses, mais aussi mon petit chandail avec mes petites montagnes en mauve, parce qu'évidemment, ceux qui trônent au sommet de la Ligue en ce moment, ben, c'est Necas et McKinnon, mais il y a un joueur que toi, tu n'es pas trop certain au Colorado. Je suis déçu de Gabriel Landeskog. J'avais espoir, je l'ai même sélectionné dans une ronde, dans un de mes pôles, en me disant que l'année dernière, en séries éliminatoires, il y avait un déploiement qui était quand même favorable, il avait bien fait. Et là, on commence la saison en lui donnant très, très peu de minutes de jeu. On parle de maximum 16 minutes par match, ce qui est quand même très, très bas. Pas de premier avantage numérique. On est sur une 2e vague. Il complète un 2e trio avec Brock Nelson et Valérie Nichushkin qui n'est pas très, très efficace. On parle ils se font dominer au chapitre des tirs. Donc, c'est pas un joueur qui m'excite. C'est un joueur qui, au contraire, m'inquiète dans sa performance. Il n'a que 7 tirs au but en 4 matchs aussi, ce qui est quand même très bas pour un attaquant. Fait que je me tiendrais loin de Landeskog au point de le dropper, même en agent libre, puis je laisserais, si personne ne le veut, là, c'est pas un gars qui, malheureusement, là, est à la hauteur de mes attentes. Donc, si vous êtes capable de l'échanger, mieux. Sinon, le dropper est vraiment dans les possibilités. Si vous voulez être patient pour vous dire que peut-être qu'à rendu au 40e match de la saison, il va finir par décoller et va reprendre un certain rythme. Match, ouais, c'est ça. Mais non, mais tu sais, je veux dire, une demi-saison, une 20, c'est ça. C'est le fun pour l'Avalanche, ça va être sharp en série. Pour toi, Pouleux, 40 matchs, c'est ben trop. Fait que, tu sais, je donnerais peut-être 2 matchs, 3 matchs max, tu sais, cette semaine. Mais encore là, tu sais, il n'y a aucun point en 4 matchs. S'il en fait 1 en 7, ça va pas être assez. Donc, Landeskog,
au cachot, mais à la poubelle, peu importe. Elle a dit, tu m'as dit dumper tantôt, le dumpster, là, Landeskog à la poubelle. Qui joue à l'éboueur, là, littéralement, rien de moins que ça, là, quand même, pour Landeskog, quand même, c'est fort pour le capitaine Colorado. De mon côté, je vais y aller avec un « on vous l'avait dit ». Je pense que ça va devenir peut-être un petit segment le fun à insérer au podcast, mais des segments de « on vous l'avait dit », on l'avait collé. Et c'est Dylan Strome qui, écoute, le nombre de fois qu'on a répété que les Capitals allaient connaître une régression par rapport à leur saison dernière, à part Alexei Protas, qui honnêtement, moi, je suis vraiment surpris de son 4 points en 3 matchs. Mais autrement, là, Dylan Strome, c'est 0 en 4 maintenant. On est en train évidemment, on enregistre en ce moment pendant des matchs, donc s'ils font un point, évidemment, il faut nous excuser. Mais en ce moment, là, c'est 0 en 4. C'est pas très beau de la manière qu'ils jouent. Tout le monde, ou presque, là, à Washington, connaît un très mauvais début de saison. Ben, en fait, on connaît tellement une saison sur les stéroïdes l'année dernière que c'est un peu évident que ça allait ralentir. Donc, ce qui m'inquiète le plus, c'est son temps de glace. Il n'a plus le temps de glace, le déploiement d'un premier centre, et ça, c'est inquiétant. En début de saison comme ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de patience du côté de Washington, et c'est quelque chose qui est inquiétant, surtout quand il est perçu comme étant un joueur qui pourrait faire 70-80 points, puis il s'enligne pour en faire 40, c'est toute une drop. Donc, oui, Dylan Strome a échangé. Peut-être pas à dropper, là, je pense pas que je perdrais patience après 3-4 matchs, mais si vous êtes capable d'échanger ce gars-là, si c'est quelqu'un qui vous approche pour aller l'acquérir en vous disant ne le vendez pas cher, je serais très surpris qu'il rebondisse à un gars de 80 points. Oui, Dylan Strome, bye-bye. Est-ce qu'il était plus son propre joueur là, qu'il était dans le temps de 66, même 60 points? Écoute, c'est 1,3 tirs par match. C'est vraiment très, très, très peu. Et là, je regardais mes notes des joueurs que tu as listés ici. Zach Bolduc est dans tes dumps? Zach Bolduc est dans mes dumps pour deux raisons, en fait. Tu vas voir, je t'explique mon raisonnement quand je fais je l'aime, c'est un bon joueur, mais combien tu penses que Zach Bolduc va faire de points cette année? Est-ce que c'est un joueur de 60 points? Soyons honnêtes. C'est pas un joueur de 60 points. Est-ce que c'est un joueur qui va faire 50 points? C'est quoi les chances qu'il fasse 50 points pour toi? Ah, j'ai mes lunettes roses quand même plus que 50%. Je pense que c'est un gars qui est capable d'aller faire 50. Mais mettons qu'on dit qu'il en fait 45. On s'entend-tu pour dire que 45, c'est une cible? Bon, ben, il y en a déjà 4. Ça veut dire que dans les 80 prochains matchs, il va amasser une quarantaine de points. Ce qui est pas mauvais, mais qui est pas le rythme qu'il a en ce moment. Donc, c'est un moment où tu peux sell high un joueur, ou encore que tu peux le mettre si vous avez un bench, de le mettre sur votre bench quelques matchs, le temps qu'il refroidisse. Parce que si vous n'avez pas ridé Bolduc dans le début de saison, il va finir par ralentir. Puis si vous le faites jouer 2-3 matchs consécutifs, ça se peut qu'il vous fasse tout simplement pas de points. Et je m'explique par ceci. Oui, il joue en avantage numérique, j'en suis conscient, mais pour le reste, il joue avec Brandon Gallagher et Kirby Dach. C'est quand même un troisième trio du côté du Canadien. C'est pas un trio qui est très dominant non plus. Et en termes de temps de jeu, Bolduc joue pas tant que ça. On lui donne un 16 minutes. Pour le moment, là, on lui a donné un 13, un 14 et un 16 minutes. C'est pas un temps de jeu d'un joueur qui va vraiment rouler à plein régime. Encore une fois, je dis pas de le dropper aux agents libres. Ce que je dis, c'est que c'est un joueur que je dumperais à quelqu'un d'autre en lui disant prends le risque de prendre un joueur du Canadien qui est hot puis qui est aimé. Là. Premièrement, d'un point de vue émotion, j'essaie de me distancer, de me dire un joueur de 22 ans qui a joué très peu de matchs dans sa carrière, qui commence dans une nouvelle équipe de sa ville natale, il est très hot, il va finir par ralentir et il peut pas faire 10 points, il peut pas. J'exagère, mais je pense pas qu'il va faire 10 points en 10 matchs. Si vous pensez qu'il va faire 60, gardez-le. Mais est-ce qu'il va le faire? Exactement. Mais c'est ça, mais moi, je pense pas qu'il va le faire. Je pense que c'est un joueur qui va plus être entre 40 et 45. Donc, s'il me fait 37 points en 80 matchs, puis je l'ai maintenant, c'est pas assez. Donc là, si je l'ai dans mon équipe puis qu'il a fait 4 points en 4 matchs, je suis très content. Je le mets sur mon banc, j'en active un autre qui, lui, va se retrouver dans notre section chase. Zach Bolduc, pour moi, c'est un gars que je tenterais d'échanger ou que je mettrais sur mon banc. Dans la mesure du possible, je ne le ferai pas jouer pour une certaine période, juste parce qu'il a été trop hot, trop rapidement. Ben, écoute, je te comprends. C'est très clair. Je l'aime pas. Vous avez un keeper, ça peut être un joueur intéressant, ça dépend de votre profondeur et tout, mais ce genre de joueur-là qui commence trop fort, ça va finir par ralentir. Il y a aussi Barron à Winnipeg qui a 4.3 matchs, c'est un gars de quatrième trio. Tu sais, c'est ce genre de joueur-là. Ouais, lâchez-les. Si vous ne l'avez pas, si vous n'avez pas raidé la vague, si vous n'avez pas surfer la vague, attendez-vous pas à rentrer au milieu de cette vague-là. Elle va casser au moment que vous allez rentrer. Il faut être là quand ça passe.
c'est pas Nikita Kucherov qui a 2 points en 3 matchs puis qui va en faire 18 dans les 6 prochains. Là. C'est pas ce genre de joueur. Dernière minute de jeu dans cette première période. Pour ma part, mon dernier joueur, ça va être... J'ai hésité à dire Patrick Laney, mais écoutez, Patrick Laney, si vous y croyez encore, premièrement, on vous le dit tout de suite, droppez-le, ça vaut pas la peine. Et par la suite, je vais plus y aller avec un gardien de but. Je vais y aller avec John Gibson. Je pense qu'il y avait quelques personnes quand même qui se disaient, écoute, peut-être qu'un changement d'air va lui faire du bien. Écoute, le Canadien l'a ramassé assez solidement. Donc, Patrick Laney, John Gibson, mettez ça de côté. Et est-ce que tu as des petites mentions honorables pour terminer cette première période de dump? En fait, j'ai Shakir Mukhamadoulin, qui est un défenseur qu'on a quand même regardé. Il a 2 points en 2 matchs et a été laissé de côté lors du dernier match des Sharks. Donc, Mukhamadoulin n'a pas se laisser berner par son début de saison. Surtout les joueurs de l'Ouest, on ne les regarde pas toujours. Ne vous emballez pas en voyant Mukhamadoulin avoir un bon début de saison. Il n'a pas joué un match, donc clairement, il ne fait pas partie des bonnes grâces de son entraîneur. Merci Guillaume. Pendant cette intermission de 2 périodes, je vais peut-être dire un Pavel Zacha aussi qui serait intéressant à possiblement dumper un autre GM en trade. Maintenant, pour cette deuxième période, la portion chase du dump and chase, les joueurs que l'on veut aller chercher, qui sont soit sur le waiver wire ou que vous pouvez aller chercher, évidemment, lors d'échanges que vous pourriez faire. Évidemment, on essaie de trouver des joueurs qui ont des bonnes valeurs, des joueurs qui sont possiblement libres dans vos waiver wires, justement, que ce soit sur Fantrax, sur Yahoo, en différents pourcentages. Évidemment, ça peut changer. On va quand même essayer de vous donner des idées de joueurs qui, dans le meilleur des mondes, sont possibles à aller chercher par le waiver wire, donc qui sont disponibles tout simplement. Évidemment, j'ai mes lunettes roses, j'ai envie d'être un peu positif à travers tout ça. Et mon premier joueur, ça va être évidemment un camarade. C'était sûr, c'est un russe. C'était sûr, c'est sûr. Écoute, il y a quand même quelques camarades qui font quand même très bien. Greetings, comrades. Et mon premier, c'est Voronkov à Columbus. Columbus, quand même, qui connaît un bon début de saison, malgré tout. Et Voronkov sur une première ligne avec Sean Monahan et l'autre compatriote, évidemment, Marchenko. Je suis assez surpris. Il frappe beaucoup, il vient tirer et il tire son épingle du jeu, justement, sur un premier trio. Franchement, là, c'est pas un joueur que je pense que beaucoup de monde croyait qui était capable de prendre le step de plus. Je pense que s'il continue de jouer comme ça, ça pourrait définitivement l'aider. Ce qui pourrait encore plus l'aider, par contre, c'est d'avoir un petit peu plus de temps de jeu sur un power play. C'est sûr que ça nuit jamais. Ça nuit pas jouer sur le power play. Mais c'est vraiment ça. Le gars, il est quand même capable. Il est rendu à 2,7 tirs par match. Tu l'as dit souvent. Un joueur lorsqu'ils réussissent à aller faire plus de points, c'est vraiment lorsqu'ils sont capables de tirer encore plus. Je pense que lui, justement, il est dans toutes les bonnes positions, même s'il tire un petit peu trop de manière élevée en termes de pourcentage. Il est à 25%, ce qui est quand même vraiment beaucoup. Sur un gros pace, vous pourriez peut-être l'échanger. Moi, je pense que son déploiement, justement, va aider et le fait que ça va être sustainable à long terme. Donc, c'est mon premier joueur à aller chasser. Et de ton côté, qui est ton premier? Moi, je vais aller avec un joueur qui sous-performe présentement avec un déploiement vraiment optimal, c'est Brock Nelson chez l'Avalanche. Clairement, j'ai des tendances d'équipe présentement, mais c'est ça, King, au poubelle, mais Nelson, en fait, c'est lui qui joue en avantage numérique. Il a une seule passe en 4 matchs, mais il joue beaucoup. Il joue énormément. Il joue en moyenne 20 minutes 40 par match avec l'Avalanche. C'est vraiment, vraiment beaucoup. Et il joue plus de 70% des avantages numériques de l'Avalanche. Ça veut dire qu'il se retrouve avec Makar, McKinnon, Necas sur l'avantage numérique. C'est donc un gars à les sélectionner. Il va finir par faire des points. Des retailles à gauche et à droite, c'est lui qui va finir par les faire. On semble pas vouloir donner plus de temps de glace à Landeskog. Donc, je vois pas pourquoi Landeskog prendrait la place à Brock Nelson pour le moment sur cet avantage numérique-là. Finalement, à 5 contre 5, il joue avec Landeskog et Nichushkin. Donc, les problèmes se répètent. Mais je pense que Brock Nelson a un beau potentiel pour refaire un 55-60 points cette saison. Il fait son 55-60 en 78 matchs. Ça donne un gars qui fait un petit peu plus que ça. Ça donne plus un pace de 57-58. Donc, c'est un bon joueur, je pense, à aller chercher. Très souvent, il n'est pas toujours sélectionné dans certains pools ou il n'est pas très souvent activé. Donc, si vous l'avez, activez-le. Il va finir par
noircir la feuille de pointage à quelques reprises, ce Brock Nelson. De mon côté, je vais y aller avec un autre Russe. Écoute, je sais pas si c'est le fait que c'est eux qui jouent bien. Juste fait exprès. C'est impossible que tu fasses pas exprès. Je te le Moi, dis, j'en ai c'est même vraiment pas. pas J'ai exprès. aucun russe. Ah, J'ai aucun russe. Mais là, voyons, il y en a quand même plusieurs qui ont bien joué, je peux pas croire. Ben, j'en ai pas. J'en ai que j'aime moins, c'est juste ça. OK, ben écoute, d'abord, dis-moi ce que t'en penses, mais mon deuxième chase, ce serait Dimitri Orlov, un peu dans la même lignée qu'un Jake Wallman. C'est un peu ce qu'on voyait de lui. Enfin, avoir un peu plus de place dans une défensive, vraiment prendre le contrôle d'une défensive. Il joue 21 minutes par match. Il joue beaucoup en power play comme il a jamais joué dans sa carrière. Il est 3-2. Je le vois pas vraiment ralentir, surtout dans une équipe comme ça où il peut avoir toute la place. Je sais que Klingberg va peut-être prendre un petit peu plus de points en power play parce que c'est lui qui a encore le premier, mais à terme, je pense qu'il y a Dimitri Orlov, le numéro 9, juste Jola qui porte le numéro 9 en tant que défenseur. Je sais pas si c'est un manque de respect, mais j'aime pas ça. Mais vraiment, Dimitri Orlov pour un pourcentage de 10% sur Yahoo, Anthrax à 25. Franchement, là, s'il est disponible, prenez une chance sur lui. Je sens vraiment que c'est une année qui est capable d'aller atteindre un 40 points cette année. Et plus, Je même. suis pas en désaccord, même s'il a commencé la saison de façon à 3 points en 2 matchs. S'il fait 40-45 points, c'est pas impossible. Ça veut dire que c'est un pace de 40 points d'ici la fin de la saison pour un défenseur qui n'est pas sélectionné. C'est un go absolument de ce côté-là. Écoute, la dernière fois, juste vite, où il y avait ce temps de jeu-là en power play et en temps de glace normal, c'est l'année de Washington et de Boston où il était sur un pace de 45. Donc, je pense que c'est tout indiqué pour lui. Absolument. Je vais continuer avec un défenseur aussi de mon côté, un défenseur qui n'a pas produit un seul point depuis le début de la saison, mais qui m'attire quand même parce que les défenseurs, c'est rare. Et c'est Rasmus Sandin chez les Caps. On parlait que les Caps avaient vraiment un bon début de saison. Sandin a quand même 40% d'avantage numérique. Donc, il joue quand même un avantage numérique depuis le début de l'année. Ouais. Il n'a pas produit, mais tu sais, à un moment donné, les Caps, il ne peut pas produire du tout. Strom ne peut pas faire 0 en 82. Sandin a du temps de glace en avantage numérique. On y va souvent avec Chychrun et Carson sur la première vague. Sandin se ramasse sur une deuxième vague. Il joue. C'est pas un joueur qui va vous faire 50 points, mais c'est pas un joueur qui est souvent sélectionné. Là, on parle de 4% sur Yahoo et 28% sur Fantrax. Donc, c'est pas un joueur qui est souvent sélectionné. Des fois, on cherche des défenseurs pour compléter nos formations, pour avoir une chance de faire quelques points. Il joue pas beaucoup. Là, il joue 16 minutes par match, Sandin. Donc, c'est vraiment uniquement la portion avantage numérique. Mais je trouve que pour un défenseur, c'est dur d'en trouver qui sont disponibles. Rasmus Sandin peut être une option intéressante. Évidemment, ça sera pas Michael McCarr, mais regarde, on ne sait jamais ce que ça peut donner. Surtout si les Caps là, commencent à passer en deuxième vitesse, ils vont finir par produire un petit peu. Sandin pourrait aller récolter ses points à ce moment-là. Je suis quand même surpris de voir Sandin sur un powerplay, en fait, parce que je me demandais comment il y avait du jeu en powerplay s'il y avait un Dylan, s'il y avait un Chychrun puis un Carlson en plus devant lui. Mais si Vegas utilise 5 attaquants, Washington est encore avec ses 2 défenseurs. On n'est pas dans la même... Oui, exactement. Il y en a un qui a gagné puis l'autre qui n'a pas gagné depuis quelques années. Pour ma part, mon troisième, je vais aller avec un joueur que, écoute, je pense que plusieurs personnes avaient peut-être un peu... abandonné, l'avait write-off, comme on dit en anglais. C'est Dylan Cousins à Ottawa. Je m'attendais pas à ce qu'on aille dire autant de joueurs à dumper chez le Canadien de Montréal, puis un joueur à aller chercher à I see that you're a Montreal Canadiens fan. Ottawa. Mais écoute, Dylan Cousins, quel début de saison. Il est 2 points en 3 matchs. Il tire 3 fois par match. Il frappe vraiment beaucoup. Mais surtout, il y a du power play en plus. Franchement, je crois qu'il est. Si vous attendiez à du Dylan Cousins pour qu'il aille chercher du 40-50, je pense qu'il est capable d'aller en faire plus même. Brady Tkachuk s'est blessé, on va en parler un peu plus tard. C'est un joueur qui est capable d'avoir un peu plus d'espace. Il tire pas à un rythme trop élevé non plus à 11,1%. C'est une équipe qui a quand même un peu de difficulté. Il est à -4. Bon, d'accord. Mais franchement, même avec ses 2 points en power play, je pense qu'à long terme, il est capable d'aller surprendre Dylan Cousins. Lorsqu'on dit que c'est une liste de surveillance puis qu'on essaie de mettre des lunettes roses à travers cet épisode, c'est qu'évidemment, c'est un petit échantillon. Regardez-le, Dylan Cousins, s'il vient disponible d'ici une semaine ou 2 et il continue de produire comme ça, surtout dans un multi-categories en plus, avec 44% sur Yahoo. Regardez-le, je pense qu'il en vaudrait vraiment la peine. Ouais, absolument. Moi, je vais y aller ensuite avec un joueur que je vais me lancer les fleurs, je l'ai calé.
Ou un gelé J'ai carré. changé, je vais m'assumer, je suis très fier de l'avoir. Je l'ai même pas sélectionné. J'ai pas eu la chance. J'ai pas eu des bons choix au bon moment, mais j'avais parlé, bon, dans mes mentions honorables, peut-être en fin, je vais parler de Jackson Blake, mais j'ai changé mon choix pour Matt Coronato de Calgary, Oh. qui est un joueur que j'aimais beaucoup, qui avait des statistiques qui étaient très, très positives. La blessure à Huberdeau semble y avoir ouvert un poste sur le trio de Nazem Kadri. En fait, il joue avec Kadri et Matvei Gridin, qui est une recrue qu'on va parler rapidement là, en fin d'émission. Coronato a 3 points en 3 matchs. Bon, oui, son taux de tir est vraiment trop élevé, mais on s'entend que c'est un gars qui joue, là, il a joué 17, 18, près de 19 minutes par match depuis le début de la saison, ce qui est quand même beaucoup de temps de glace pour un jeune joueur. Et il va prendre tout l'avantage numérique qu'on lui donne. Il va frôler, il frôle le 63% de temps en avantage numérique. En moyenne, c'est 5 minutes 23. Donc, clairement, peut-être eu des matchs avec beaucoup de pénalités, mais je pense que Coronato a le potentiel d'aller refaire, de faire son 60 points. Il avait marché un rythme de 50 l'année passée. Je le vois continuer à faire 60, 65. Nazem Kadri est un centre qui produit, peu importe avec qui il joue. C'est un métronome. Ça va vraiment aider Coronato. La blessure à Huberdeau a vraiment ouvert la porte à ce type de joueur-là. Donc, Matt Coronato, allez à garder si vous l'avez ou aller chercher ou à tenter d'aller l'échanger. C'est pas un gars qui est souvent sélectionné non plus. Là. On parle de 20% sur Yahoo et de 59% sur Fantrax. Donc, il devrait être disponible dans certaines de vos ligues. C'est un beau joueur à aller chercher, surtout qu'il va avoir 23 ans là, dans quelques semaines. Est-ce que c'est toi qui mets tes lunettes roses? Parce qu'il tire 2 fois par match. On est en début d'année. Là. Il y a 3 matchs de jouer, évidemment. Il tire à 33%, tu l'as dit un peu plus tôt. T'as pas peur, justement, que ce gars-là, pour qu'il prenne justement le 55, 60, 65 que t'aimerais qu'il aille chercher, un 2 tirs, 2,3 tirs par match, c'est peut-être pas assez. Surtout qu'il est capable de faire plus. C'est un franc-tireur, le petit diminutif attaquant. Tu penses qu'il est capable de justement aller faire ça malgré ses statistiques peut-être un peu gonflées? On a changé le style de jeu qu'on lui donnait. L'année dernière, il jouait plus sur un troisième trio, puis il commençait plus souvent ses mises en jeu en zone défensive. Et là, évidemment, les chiffres, là, c'est à prendre avec un grain de sel, mais le déploiement qu'on lui donne, c'est de commencer en zone offensive. Il commence 73% de ses mises en jeu en zone offensive. Ça va se réguler, mais c'est plus souvent en zone adverse que dans sa zone. Donc, on va lui donner plus de chances de se faire valoir. Son nombre de points par tranche de 60 minutes est en hausse. Tout est en hausse. Tous les indicateurs sont en hausse. Son temps power play est en hausse aussi. Et il n'y a pas d'autre option à Calgary. Les défenseurs, Parekh est benché depuis le début de la saison. On le laisse de côté. Mackenzie Weegar n'a pas fait de points encore. Tu sais, c'est comme si les Flames n'ont pas encore mis la machine en marche. C'est pas un gros club, là, on s'entend. Mais il reste qu'ils n'ont pas créé beaucoup d'attaques. Ils jouent avec Matvei Gridin, qui est une recrue. Donc, on tente de trouver une façon de remplacer Huberdeau, mais je sens que le déploiement qu'on en fait pour le moment, le duo Kadri-Coronato, est pas mal ensemble depuis le début de la saison. Et ça, pour moi, je trouve ça très, très, très encourageant. Ça a pris 3 matchs là, où il y a peut-être eu un but chanceux, mais est-ce qu'avec un but, une passe en 3 matchs, t'es déçu? Non. Ça changera pas grand-chose. Fait qu'on est à un match de 2-3 tirs que ça se régularise. Donc, oui, moi, je pense que c'est le genre de gars qui peut aller chercher ce nombre de points-là. Il a joué 115 matchs aussi en carrière. Fait qu'il y a encore un step l'année suivante. Écoute, j'ai peut-être des lunettes roses, mais ou des lunettes rouges dans son cas, puisque c'est des Flames, mais euh, j'adore Coronato, puis je trouve qu'il y a une belle courbe de progression. De mon côté, j'avais hésité pour mon dernier joueur à vous nommer Marco Rossi. Je vais quand même faire une petite mention honorable à Marco Rossi si vous ne l'avez pas choisi déjà. Franchement, le centre qui va jouer avec Kirill Kaprizov, qui lui a clairement quelque chose à prouver et qui le prouve en début de saison, Marco Rossi, qui est avec lui, va faire beaucoup de points cette saison. Il n'a pas le premier powerplay, c'est ce qui me fait un petit peu peur. Mais celui dont je veux vous parler, c'est un joueur qui est à Chicago, qui lui a eu tous les points. Ben, c'est Frank Nazar. Écoute, franchement, wow, quel début de saison de Frank Nazar. Euh, il, joue en, Incroyable. il joue en plus sur un premier power play. Et c'est ce qui fait que je veux vous parler de lui peut-être un peu plus qu'un Marco Rossi, parce que c'est lui qui a ce premier power play. Il joue évidemment avec Turvo Teravainen, qui lui aussi est complètement en feu. Et ce qui m'étonne le plus de Frank Nazar, c'est qu'avec son 1,8 tirs par match, il est à 14,3 tirs de pourcentage de tirs. C'est pas c'est pas quelque chose qui est vraiment trop fou, qui est très, très, très soutenable.
Franchement, Frank Nazar, bravo. Je pense que c'est un joueur que s'il est disponible maintenant, que ce soit dans un pool à masse salariale ou non, allez le chercher. Absolument. Puis, tu sais, mention honorable à Teravainen qui joue avec lui, qui était très, très bien. Ce deuxième trio-là, au détriment de Ryan Donato, c'est eux qui viennent chercher des points. Frank Nazar, c'est un jeune joueur, il va avoir du déploiement. Si Nazar peut jouer avec Bédard éventuellement, il me semble que ça aiderait tout le monde, mais d'un point de vue poolers, évidemment. Mais oui, Nazar, là, c'est très, très bon. On en avait parlé quand même beaucoup en début de saison aussi. C'est un joueur qu'on aimait tous les deux. Il est il est à la hauteur des attentes et à la hauteur de la fin de saison qu'il a connue l'année dernière. Et de ton côté, dernier joueur à aller chasser. J'ai hésité entre Mika Zibanejad, qui a vraiment un début de saison catastrophique, mais il est tellement souvent sélectionné. Je pense que je veux juste dire que si vous avez la chance de l'acquérir, allez-y. Le gars Tu penses qu'il vraiment. va rebondir? Ouais, tu penses qu'il va être capable de Il a sortir 20 de sa tirs. torpeur? Il a lancé 20 fois en 4 matchs. C'est Hey, quand fou. même. Il lance. Trocheck est blessé. Il joue en avantage numérique. Il a toutes les opportunités. Les Rangers, ils ont juste fait blanchir 2 fois en 4 matchs, ce qui fait que ça lui a vraiment nui. Ouais, contre les Pingouins puis des Caps. Mais il reste que d'un point de vue, ouais, c'est ça. Ils ont perdu contre les Penguins 3-0, je pense, puis ils ont rincé 2 matchs plus tard, c'est ça. Tout ça pour dire que Zibanejad, c'est un joueur que j'étais en train d'acquérir si j'étais vous, parce que je crois qu'il va encore faire son 65-70 points. Il y en a qui va le faire en 77 matchs, ce qui va faire une production qui va vraiment être plus élevée que ce à quoi on s'attendait. Donc, j'y crois beaucoup, mais je vais y aller avec un gardien, avec Jet Greaves des Jackets. Ça a été un gardien de but qui a été utilisé souvent en fin de saison l'année dernière. Au détriment d'Elvis Merzlikins. Et cette année, on a commencé avec Greaves. Est-ce que ça va être un half and half 50-50? Je ne sais pas, là, l'histoire saura nous le dire. Mais Greaves a goalé, a été dans les filets 2 fois depuis le début de la saison. Vous allez me dire, oui, il a perdu 2 fois, absolument, mais son pourcentage d'arrêt est à 935 et 926. Donc, c'est pas de sa faute, c'est 2 départs de qualité dans son cas. Merzlikins n'a jamais rien cassé avec les Jackets. Donc, je pense que Jet Greaves a des chances de garder les buts de plus en plus. C'est un joueur qui n'est pas si souvent sélectionné que ça. On le voit souvent comme un deuxième gardien. Donc, c'est un beau pick-up ou c'est un beau joueur à l'acquérir peut-être dans une transaction en début de saison. Les Jackets sont pas une si mauvaise équipe que ça. Donc, j'aime bien Jet Greaves à les sélectionner dans un pool de gardien de but qui, d'après moi, va finir par prendre le filet à Columbus. Si c'est pas cette saison, ça va être l'année prochaine. Peut-être des petites mentions honorables pour terminer cette deuxième période. Surtout peut-être 2 gars de on l'a calé, on vous l'avait dit. Anton Nudel et Cutter Gauthier. Peut-être Gauthier, un Gauthier, là. petit mot. Ah, Gauthier, il lance. C'est fou. Incroyable, Cotter Gauthier, le nombre de. Ben, tu l'avais dit quand même qu'il Je lançait l'avais beaucoup en dit, ouais. NCAA. Mais là, depuis le début de la saison, Cotter Gauthier, il tire à profusion. Il y a une moyenne de tirs par match de 7. c'est, c'est, c'est fou. Il y a 2 buts, évidemment. Son pourcentage de tir est à 14,3%. Puis tu fais, ben, c'est quand même C'est raisonnable. soutenable. C'est soutenable. Il joue plus. On parle de 19 minutes par match versus 14 l'année dernière. On lui donne le déploiement qu'il mérite. C'est vraiment un joueur à aller chercher. Il n'est pas sélectionné si souvent que ça. Surtout là, des poules Yahoo qui ont souvent des multicats. C'est un joueur qui frappe quand même. Il y a 5 mises en échec en 2 matchs. C'est vraiment une bête dans un pool multicats. Cotter Gauthier, dans un pool de points, il va vous faire ces points-là. Donc, on l'aimait beaucoup en début de saison, mais je me rappelle très bien d'avoir dit, plus qu'il joue, plus qu'il va faire des points. Eh bien, là, on le fait jouer. Donc, Cotter Gauthier, c'est un all-in, allez-y. Dernière minute de jeu. Il y a juste un nom peut-être un peu plus deuxième sexy. Donc, période. évidemment, il y a une réputation qui vient avec. Vous allez sûrement devoir payer pour l'acquérir. Mais, écoutez, il tire. Je veux dire, moi, un gars qui lance 7 fois par match. C'est fou. Le dernier match contre les Sharks, tu vas me dire que c'est contre les Sharks, mais il a quand même lancé 9 fois. Il y a 9 tirs au filet. C'est des chiffres astronomiques. Donc, oui, Cotter Gauthier, là, c'est un. Allez-y les yeux fermés, je l'adore. Puis Anton Lundell, il n'y a pas encore le premier avantage numérique, mais je pense que ce n'est qu'une question de temps. Sam Bennett a tout simplement pas fait grand-chose sur cette première vague de supériorité numérique. Lundell est un joueur qui profite de l'absence de Barkov. C'était le cas l'année dernière. Il avait fait 15 points en 16 matchs. Ben là, si on prend les 4 matchs depuis le début de la saison, il est rendu à 19 points en 20 matchs avec l'absence de Barkov. Je pense que l'échantillon commence à être assez intéressant. Donc, si vous êtes capable d'aller chercher Anton Lundell, allez-y. Bien hâte de voir ce qui va se passer là, quand Barkov va revenir l'année prochaine, qu'est-ce qu'on va faire de Lundell, mais pour le moment, c'est un joueur à aller chercher.
Et maintenant, pour notre troisième période, on va commencer avec un segment qui est un peu plus différent. On va vous parler un peu des recrues et des blessures. Guillaume, tu nous as préparé une petite liste des recrues que tu voudrais voir et avec une petite façon d'en parler. Oui, en fait, j'ai séparé une quinzaine de recrues qu'on a soit discuté ou plus ou moins avec Pascal là, dans notre épisode spécial recrues en début de saison. Je les ai séparés en 3 catégories, donc 3 recrues à chaser, 5 recrues à dumper et 7 recrues à 6-7 recrues là, 7 recrues, pardon, moi j'ai 16 recrues, bref, à regarder, à watcher, à faire le surveillant de Surveiller. cafétéria. Ouais. Mais clairement, c'est des recrues. Fait que surveillant de cafétéria, on n'est pas si loin de la fin du secondaire. Donc, à les regarder et voir qu'est-ce qu'ils mangent dans leur lunch, c'est plus des joueurs qui ont des flags, donc positifs ou négatifs. Je vais commencer par ceux qu'on va à chasser, en fait, sont des joueurs qui ont un bon début de saison. Je vais commencer avec Matthew Schaefer. Tout seigneur, tout honneur. Il a tassé, il a pris 3 matchs pour tasser Tony Angelo du premier avantage numérique. Il vient d'avoir 18 ans. Là. Il a même pas 18 ans il y a un mois, que déjà, il joue presque 24 minutes par match, excessivement efficace. Il y a un point par match. Je pense pas qu'il va faire 82 points, on s'entend, mais on parlait beaucoup de Demidov pour le Calder. Je vais te dire de quoi, Matthew Schaefer, il commence à gagner des points parce qu'il est un défenseur extraordinaire. Moi-même, je ne pensais pas qu'il avait ça en lui, mais pour avoir regardé une seule période des Islanders depuis le début de la saison, il m'a impressionné. Je ne suis pas un spécialiste là, du high test, là, mais je veux dire, son talent saute aux yeux. Donc, Matthew Schaefer, il n'est pas sélectionné partout non plus. Je suis quand même surpris. Là, dans les poules Fantrax, on parle de quasiment 91%, là, donc beaucoup. Mais dans les Yahoo, on est à 64. Donc, il y a quand même 36% des gens des poules qui ne l'ont pas sélectionné. Matthew Schaefer, allez le chercher. Si vous l'avez, ne l'échangez pas. C'est un vrai stud. C'est un stud, le gars. C'est un vrai de vrai. He's a real stud. C'est le plus jeune joueur à avoir joué 25 minutes dans la Ligue nationale de hockey. C'est pas rien, là. C'est incroyable pour un défenseur aussi jeune que ça. On parle même pas d'un Crosby ou autre ici, là. C'est le joueur le plus jeune à avoir joué 25 minutes, c'est Matthew Schaefer. Si on parle de lunettes roses, là, c'est le joueur par excellence chez les recrues dans ce début de saison. Et pour ton deuxième joueur, une petite note que je suis très, très surpris de voir ce joueur-là jouer aussi bien que ça. Et c'est Adam Banks des Mighty Ducks d'Anaheim. Adam Banks, Dyna, Minnesota. Non, c'est pas vrai. C'est Beckett Senecki qui, écoute, quel début de saison. On croirait voir Adam Banks, en fait. Their star, Adam Banks. Banks has got great speed. Banks right down the middle. Il y a eu un match de 3 points contre les Sharks, donc évidemment, sa fiche est un peu gonflée. Mais nonobstant les points, ce qu'il faut retenir de Seneca, c'est qu'il a joué 17 minutes 24 dans un premier match et 19 minutes 14 dans un deuxième. Donc, on lui a donné du déploiement et il joue avec Mason McTavish et Kotya Gauthier. Donc, on lui donne un rôle offensif immédiatement. Et ça va l'aider à produire. Et ça semble aider Gauthier et McTavish aussi. On parlait de Gauthier un petit peu plus tôt dans l'émission. Ça va aider, je pense que c'est les deux s'entraident à travers ça. On pensait qu'elle allait peut-être jouer sur un 4e trio en début de saison. On avait Granlund, on avait Kreider. On pensait jamais que Sénécal allait avoir de l'espace sur un top 6, mais on lui en a fait et c'est bon lui faire, c'est tant mieux pour les Ducks aussi. Donc, Poolers, allez chercher Seneca. Sur Fantrax, il est seulement repêché dans 52% des cas et sur Yahoo, c'est 9%. Donc, il devrait être disponible dans vos pools. C'est un gars qui a 19 ans. Il a été repêché peut-être trop tôt par rapport aux listes là, qui étaient à l'époque, mais si on regarde uniquement ce qui se passe en ce moment, il y a un excellent début de saison. Allez chercher Beckett Seneca. Pour moi, c'est un gars que tu prends et tu gardes et tu le regardes mûrir. Si vous avez le duo Gauthier-Seneca, je pense que ce trio-là, le McTavish, Gauthier, Seneca, ça va être set in stone pendant encore quelques temps. Sur Yahoo, dans des pools que vous faites des face-à-face, les fameux head-to-head, donc des joueurs que vous pouvez aller chercher au jour le jour pour le waiver wire, justement, et voir si ça vaut la peine d'aller le chercher. Et en plus, si vous êtes dans des multicatégories, écoute, il frappe. En plus, c'est incroyable. Il y a 2 mises en échec à son dernier match, 3 à l'autre, avec 5 et 3 tirs, en plus des points. On y donne un peu de temps de glace, justement, sur l'avantage numérique. Wow! Allez courir, allez le chercher. Celle-là, on ne l'a pas vu venir. Celle-là, on l'a pas vu venir. Ah, je vais être... Jamais. On l'a pas vu venir. Sur mon dernier, c'est tout près d'être un camarade de Lee, mais c'est un biélorusse, en fait. C'est le défenseur Artem Leshunov des Hawks. Je suis pas un fan de Leshunov d'un point de vue pool, je l'ai dit dans les épisodes précédents, mais il est celui qui a le deuxième avantage numérique. Matt Grzelcyk ne l'a pas pris encore, donc
Levchunov est tout juste derrière Sam Renzel et il va chercher 44,7% du temps en avantage numérique. Renzel n'est pas extraordinaire en ce début de saison-là en avantage numérique. La rondelle ne semble pas circuler si bien que ça. Donc, Levchunov va peut-être avoir une chance de se rendre sur cette première paire-là. Donc, à garder en tête, c'est pas un joueur qui est sexy, Levchunov. Oh my God, what is that? Oh my God, what is that? D'un point de vue point, mais moi, c'est le joueur que j'étais en train de chasser comme joueur de profondeur, par exemple, dans les head-to-head, comme tu disais tout à l'heure. Si on le met sur un premier avantage numérique, il pourrait bien faire. Il n'y a pas beaucoup d'options à Chicago, soyons honnêtes, donc il va avoir sa chance, Levchunov, de faire ses points. Ce fameux joueur qui a la coupe de cheveux d'un gars de 42 ans. Levchunov, je vais jamais en revenir. Artem Levchunov, sur Tinder, il a 47 ans, puis son rayon se rend jusqu'en Russie. Donc, ensuite, dans les joueurs que je vais dumper... D'autres camarades? Oui, t'es un camarade. T'es un camarade, mais c'est pas par lui que je vais commencer, mais je vais commencer par lui pour te faire plaisir. Arseniy Gritsiuk. Ouais. Non, il n'a pas un bon début de saison. Ben, en fait, il a un bon début de saison. Il a 3 points en 3 matchs. La seule affaire, c'est qu'il joue 12 minutes par match en moyenne et ses 3 passes sont pas extraordinaires. Oubliez ça, Gritsiuk, ça va finir par mourir dans l'œuf. Pour vous dire avec qui il joue avec Connor Brown et Cody Glass. Je pense pas que c'est des joueurs avec qui tu fais... C'est pas ce que j'appelle un trio offensif. Échangez-le tout de suite. Échangez-le. C'est quelqu'un qui y croit, là, allez-y, mais c'est un no-go. Pascal nous avait bien averti aussi, là, donc c'est pas un joueur que je garderais à domper. Ensuite, on en a parlé un petit peu lors de notre dernier épisode. On va revenir avec l'expérience Emmett Finney. Elle est terminée, cette expérience. Non! Je veux dire, ça a rien donné du côté de Finney. C'est pas... son temps de glace est assez limité aussi. Donc, moi, Emmett Finney, vous pouvez le laisser aller. C'est pas un joueur que je garderais. Guillaume, il joue 14 minutes par match. Pour vrai, là. C'est comme ça que tu vas m'apprendre ça. Je suis même pas fâché que tu recommandes Emmett Finney dans ta section dump des recrues. Je suis pas content du fait que tu n'as même pas joué. T'as même pas fait le jeu de mots que c'était fini. Come on! Mais, c'est meilleur que ça. Mais non, c'est pas fini encore. C'est pas fini, mais c'est un petit peu fini. Il a 2 points en 3 matchs. Il est allé chercher ses points quand même. C'est juste, il joue pas en avantage numérique puis il tire pas au filet. Je veux pas dire que c'est absolument fini, mais il joue encore avec Raymond puis Larkin. Mais il a aussi joué avec Larkin puis Mason Appleton. Tu sais, une affaire des trois, on sait pas quoi faire pour tenter de gagner des matchs. On a gagné contre les Leafs, mais on s'est complètement fait dominer. Donc voilà. Ensuite, je vais peut-être te décevoir. J'ai encore un joueur des Canadiens. Ça donne de cette façon-là, mais plus personne ne pourra dire qu'on est des fans. I see that you're a Montreal Canadiens fan. Ouais, j'ai quand même droppé Kapanen et Bolduc dans le même épisode. Et Lainé, en fait, moi j'avoue que ça va pas bien, mais Kapanen joue 12 minutes par match. Soyons honnêtes, Kapanen n'est pas un joueur qui va être offensivement relevant dans un pool de hockey à long terme. Je comprends qu'il a fait ses points, je comprends qu'il a 2 points en 3 matchs, mais il joue Demidov. Mais ce n'est qu'une question de temps avant que ça arrête. Je veux dire, il a joué depuis le début de lors du dernier match contre Chicago, il a joué 10 minutes 40. Aucun avantage numérique, puis il joue en désavantage numérique. Fait que, je veux dire, Oliver Kapanen n'est pas un joueur à avoir dans un pool de hockey. C'est un joueur comme Jake Evans. C'est pas extraordinaire. Et dans un multi-cat, c'est pas un gars qui frappe, c'est pas un gars qui bloque, c'est pas un gars qui fait grand-chose. Donc, c'est un joueur de 3-4e trio. Là, c'est bien correct pour une équipe de hockey. Mais moi, je regarde qu'est-ce qui fait gagner des pools de hockey, puis c'est pas Oliver Kapanen qui te fait gagner un pool de hockey. Ensuite, je vais juste faire une mini-mention sur Brady Martin. Il y en a qui l'avaient vu comme étant le premier centre des Preds, là, parce qu'il était dans cette chaise-là en début de saison. Ben, Brady Martin a joué en moyenne 11 minutes 42 depuis le début de la saison. Il y a 1 point en 2 matchs. Oubliez ça, il a été rayé de la formation lors des 2 derniers matchs des Preds. Donc, Brady Martin a dumpé. Et idem pour Zane Parekh, malheureusement, qui ne joue pas. Il a joué un seul match cette année sur les 3 des Flames. Il a été rayé de la formation 2 fois. On préfère faire jouer Rasmus Anderson 23 minutes par match qui a donné un petit peu de temps à Parekh. Donc, Parekh, malheureusement, celui-là, je l'avais pas vu venir. Pour être honnête, on pensait que Parekh allait jouer quelques minutes quand même. Pour ceux qui pensaient que Parekh allait faire 45-50 points, ben ça commence à devenir de moins en moins probable. Il joue pas, je pense que quand il va être inséré dans la formation, il va pas jouer 24 minutes. Ne pas s'attendre à des miracles de la part de Parekh.
Et je t'ai fait une liste de joueurs à surveiller, un peu dans un désordre global. Tu as certains camarades à travers cette liste-là, je te préfère t'avertir d'avance. Donc, le premier, Matvei Gridin, qui joue avec Coronato et Kadri. Un peu inconstant là, en 3 matchs. Il y a eu un match de 5 tirs lors de son premier match en carrière. A marqué, justement, match suivant, il a fini -4. On gagne pas des matchs avec des plus et des poules avec des plus et des moins. Mais quand tu finis -4, les chances que ton coach te fasse jouer beaucoup sont minces. Et c'est ce qui est arrivé le match suivant. C'est un joueur qu'on peut monitorer. Je dis pas de le dumper nécessairement parce qu'il joue sur un premier trio et il est capable de bien faire. Et la profondeur offensive des Flames c'est assez mince. Mais bon, c'est peut-être pas non plus le joueur à activer rapidement. Je vais aller avec un de tes préférés, Sandin Pellikka. Je le regarde parce qu'il joue 20 minutes par match avec les Wings, mais il n'a pas d'avantage numérique. Donc, tant et si longtemps qu'on ne lui donnera pas une petite fenêtre pour produire, ça va être un joueur qui va être bon seulement en périphérie, un joueur de plus de profondeur. Mais si jamais il reprend un peu plus d'avantages numériques, ça va être un joueur à aller chercher rapidement. Même chose pour un autre joueur du Canadien, Ivan Demidov. On a vu sa passe en début sur le but d'Alex Newhook juste avant l'enregistrement. Non, demeure pour moi que Demidov ne joue pas beaucoup. On parle de 12 à 13 minutes par match. Il joue avec des partenaires. On le protège beaucoup. Il joue avec des partenaires de trio très moyens. Il n'y a pas la première vague d'avantages numériques. C'est un joueur qui est excessivement talentueux. Puis si on lui donne une chance, je crois qu'il va la saisir. Par contre, il faut monitorer nos attentes tant et si longtemps que Demidov n'aura pas du prime time en termes de temps de jeu. Il ne fera pas 65 points. Même McDavid avec 12 minutes par match, il n'en ferait pas 150. Fait qu'il faut qu'il joue. On le protège, on lui laisse le temps de s'acclimater, c'est bien. Donc, c'est un joueur à regarder parce qu'on va lui donner quand même éventuellement du temps de jeu de qualité. Idem pour Jimmy Snuggerud, qui joue sur un premier trio à Saint-Louis en jouant seulement 12, 13, 14 minutes par match. Donc, un autre joueur qui est très protégé. On bouge aussi beaucoup les trios c'est ce que à Saint-Louis. Holloway s'est promené, on a promené Carreau aussi. Donc, Snuggerud de Jake Neighbors a joué aussi avec bien, Thomas. d'ailleurs. Il a joué très bien. Fait c'est un peu tout ça qui se passe à Saint-Louis. Donc, Snuggerud, je trouve qu'il produit bien. Il a déjà 2 points, mais soyons indulgents s'il passe avec une longue léthargie ou s'il se ramasse sur un 3e trio. Ça serait pas impossible. Ziv Boulium est sur cette liste parce que justement, il surperforme 3 points en 3 matchs. Il profite du gros début de saison du duo Rossi-Kaprizov. Il va peut-être ralentir, là, à moins que. Je pense pas que Bouillum a le potentiel de faire ce que Hudson a fait l'année dernière. Donc, si vous pensez que Bouillum va faire 40 points cette année, ce qui est quand même légitime, ben là, il lui en reste juste 37. Donc, il reste 37 points à faire en 80 matchs, 79. C'est un rythme de moins d'1 point en 2 matchs. Donc, c'est juste toujours d'y aller avec les attentes, de faire un calcul mathématique, éventuellement, de dire quel genre de performance il peut faire. Je vais aller avec ensuite Nikishin. 2 points, lui aussi, depuis le début de compatriote, ouais. Nikishin joue juste 16 minutes. Pas de premier avantage numérique. Donc, c'est un peu comme on discutait en début de saison. C'est un joueur qui est complet, qui est talentueux. Ça va bien d'un point de vue production offensive. Et il faut faire attention. Ça se peut qu'il passe 12 matchs sans faire un point. C'est le genre de déploiement qu'on voit d'un défenseur numéro 5, numéro 6, 16 minutes. Faites attention ou bien regardez son temps de glace à chaque match. Mais c'est pas un joueur que j'activerais rapidement dans mon alignement. Et finalement, je vais aller finir avec Michael Misa qui joue son premier match ce soir. Donc, le match n'est pas entamé encore au moment de l'enregistrement. Si ça va bien, peut-être un joueur activé. On pourra s'en reparler dans les prochaines semaines, mais c'est un clin d'œil pour Michael Misa qui commence sa carrière ce soir. Je vais être curieux de voir. C'était les recrues quand même. Il y a quand même un bon paquet de recrues à regarder. Pas beaucoup de chase quand même. Hein? Beaucoup de joueurs à surveiller en début de saison. Là. Il n'y en a pas beaucoup là, qui ont eu un impact rapide et qui ont un déploiement optimal et qui ont su saisir cette opportunité-là encore. C'est pas final de ce côté-là. Ouais, il faut vraiment faire attention. Je vais vous faire un petit tour rapide des blessures ici que l'on peut voir à l'enregistrement le mardi 14 octobre. Peut-être la première que je note le plus, c'est à Buffalo. Zach Benson, lui, qui continue de rater des matchs un tout petit peu, mais surtout Josh Norris, qui dit qu'il va rater un significant amount of time selon le coach Lindy Ruff. But your injury, it requires rest and time. C'est rough, en effet, pour non seulement Josh Norris, mais aussi pour les Sabres de Buffalo. Faites attention quand si vous voulez sélectionner des joueurs des Sabres. Ils n'ont pas un très bon début de saison et ça ne va pas les aider non plus. Pour ceux qui pensaient que c'était Jiri Kulich qui pourrait prendre le premier centre et autres, pour le moment, du moins, un autre daily reminder de d'aller face-off, mais on a muté Tage Thompson au centre. Donc, on a ramené Tuck avec Thompson.
Donc, c'est pas un jeune qui va prendre une place sur le top 6. On remet Thompson au centre. Donc, c'est vraiment un mouvement un peu différent là, de ce qu'on aurait pu penser qui a été essayé l'année dernière. Donc, la blessure à Norris va pas vraiment servir à grand monde, à part peut-être Ryan McLeod, qui se ramasse sur une deuxième ligne. Mais bref, sont mauvais les Sabres. Ils sont vraiment mauvais. Moi, je me tiendrais loin de Buffalo. Autrement, Jacob C'est dit. Slavin, qui lui va rater quand même quelques matchs. Keandre Miller risque de continuer son bon début de saison. Il va peut-être avoir un petit peu plus de minutes. Noah Hannifin, lui, va rater aussi un peu de matchs. Shea Theodore, qui lui non plus ne joue pas sur l'avantage numérique. Donc, vraiment, les attaquants des Golden Knights, eux, qui vont en profiter énormément. Piotr Kochetkov, qui lui est blessé, va rater au moins une semaine, sinon plus. Si Frederick Anderson est disponible par miracle dans vos pools, allez le chercher. Il va valoir la peine juste le temps que lui aussi se blesse parce qu'il est souvent blessé. T'en as parlé, sinon Vincent Trocheck qui aussi est semaine à semaine, donc week to week. Donc, ça va profiter à un gars comme Nicolas Zibanejad dont on vient de vous parler pendant l'épisode. Peut-être un JT Miller aussi qui va en profiter pour avoir un peu plus de place et un peu plus de minutes. Et sinon, Mackenzie Blackwood qui, lui, continue de rater des matchs. Et écoute, Wedgwood, l'autre bois du duo, continue, lui, de performer quand même vraiment très, très, très bien. Ouais. Et s'il est sur vos waiver wire, allez le chercher. C'est le genre de joueur que vous voulez dans vos poules. Blackwood a été mis en Ligue américaine pour du conditionnement. Donc, ça achève Dernière minute de jeu en troisième il est encore période. là. Puis, il y a 2 victoires et une défaite en prolongation. C'est 5 points, ça, si vous fonctionnez de cette façon-là. Donc, une victoire vaut 2 points, là, par exemple. Donc, ouais, Wedgwood a fait un beau travail. Puis, je suis pas sûr que Blackwood va recommencer à jouer à tous les matchs. On va peut-être voir le ménager un petit peu, donc surtout à son retour. Donc, Wedgwood, là, c'est un beau joueur à avoir dans sa réserve, si vous avez une réserve. Surtout pour un pool Yahoo, head-to-head, waiver wire, multicatégorie, si vous voulez gagner vos catégories de gardien de but, Wedgwood vaut vraiment la peine. Et là, peut-être une dernière blessure, Brady Tkachuk, qui est parti. Son statut est incertain. Ça commence à faire mal. J'ai hâte de voir comment ça va aller, sa blessure, et qu'est-ce que ça va être. Mais l'autre frère, Ketchuk aussi, qui est blessé, qui va rater du temps. Encore plus de temps peut-être à un Dylan Cousins pour aller chercher un peu plus de points. Shane Pinto aussi, qui connaît un bon début de saison, qui profite des quelques blessures, dont Drake Batterson, Brady Ketchuk et autres là, à Ottawa. Et c'est ce qui fait le tour des blessures pour l'instant en ce début de saison. Et là, Guillaume, tu m'as pas vu venir pour cette prolongation. J'avais envie de jaser avec toi, juste dans les quelques dernières minutes de prolongation aujourd'hui, d'un petit sujet le fun canadien. On a parlé de Demidov, on a parlé de Delaney, de Bolduc et tout ça, certains joueurs dont on n'est pas certain à Montréal. Mais est-ce que tu verrais pas un Demidov puis un Bolduc ensemble? Il me semble que, tu sais, à Montréal, ils mériteraient de jouer ensemble. De la manière que Bolduc joue, Demidov ne demande que ça, d'avoir un dynamo offensif avec lui, puis un gars qui est capable de tirer au net. La réponse, c'est oui et non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de centre. Il manque un joueur de centre sur ce duo-là. Est-ce qu'on met Kapanen sur ce centre-là? Le duo Kapanen-Newhook fonctionne bien. Je suis pas un grand fan des spéculations. Tu me connais, là, puis peut-être que les auditeurs ne nous connaissent pas, mais éventuellement, ça va l'être, mais je suis pas un grand fan des spéculations de trio de si un joue avec l'autre. Par contre, un élément est sûr, c'est que et autant Bolduc que Demidov méritent d'avoir plus de temps de glace par leur performance. Aujourd'hui, Bolduc, il était dans ma dome parce qu'il joue pas assez. Demidov est il est sur une watch list parce qu'il ne joue pas assez. Les Canadiens gagnent, donc ça va bien. On fait jouer les jeunes vétérans de cette équipe-là. Mais ultimement, il va falloir que Bolduc et Demidov se mettent à jouer plus s'ils veulent demeurer pertinent dans un pool. Présentement, c'est les Gallagher, les Anderson qui vont chercher ces minutes-là, les Jake Evans. Et ça nuit à la performance de ce type de joueurs-là. Ça s'appuie énormément sur le premier trio, mais je pense pas que le premier trio de Slav, Caulfield et Suzuki vont jouer 82 matchs. Fait qu'il va avoir des opportunités. Oh, ouais. Le Canadien est une équipe qui va avoir des opportunités, puis elle ressemble à d'autres jeunes équipes en ascension. Les Sénateurs, tu parlais de Ketchuk tantôt. Si Ketchuk se blesse, c'est Zetterlund qui monte. On a quand même certains éléments qui peuvent se déplacer, qui vont avec des joueurs de talent là, qui vont nous permettre d'aller chercher des points. Je pense aux Canucks de Vancouver, qu'on n'a pas parlé du tout de l'épisode, mais qui ont ce même type de top 6 un peu faible, pas faible, où il y a des trous, donc on vient bouger certains joueurs. C'est là que c'est important de nous écouter, mais c'est important de monitorer
au courant de la semaine qui joue avec qui. Mais c'est sûr que Bodzik et Demidov, je pense qu'ils sont, je ne vais pas dire voués à jouer ensemble, mais ce sont 2 joueurs de top 6. Il manque un joueur de centre avec les Canadiens depuis le début de 2-3 ans là, qu'on le cherche. Ça aurait pu être Frank Nazar si on n'avait pas échangé Kirby Dack, d'ailleurs. On n'en a pas parlé, mais petite pointe, là, c'est le choix utilisé. Mais n'en demeure pas moins que Demidov et Boduk vont devoir avoir plus de temps de glace, plus de responsabilités aussi d'un point de vue mise en jeu. Ils commencent la majorité de la mise en jeu en zone offensive. Fait, c'est là que je veux faire attention dans ces performances-là. Les fameuses gangs de la 2e année, ça commence comme ça. Donc, il faut juste pas qu'il y ait de blessés, puis ils vont en avoir, c'est certain. Mais Frank Nazar à Montréal, c'est ça que tu es en train de dire. Je le vois, le clickbait que tu es en train de faire. Non, mais tu pourrais avoir un trio. Si tu dis que ton 2e trio répète Boduk, Nazar, Demidov, à la place d'avoir Dak qui est là, c'est sûr que ça fait un pincement au cœur, mais en même temps, qui aurait pu penser que Dak aurait... Bon, peut-être certains vont dire je l'avais vu venir, tant mieux pour vous autres, mais dans tous les cas, la situation en ce moment est autre. Je pense que le Canadien a une bonne équipe, puis ils vont trouver une solution pour faire fonctionner ces gars-là. Mais c'est ça. Dernière question, est-ce que tu peux me rassurer, là? Un de mes camarades joue un peu mal, puis là, je me demande qu'est-ce qu'il faut faire avec lui, là. Nikita Kucherov, es-tu correct? Il va bien aller. Kucherov et Panarin ne fonctionnent pas bien. Robert Thomas non plus. Ces gars-là, quand ils vont commencer à se mettre en marche, là, ça va être dangereux. Il est tellement dangereux. Là, je pense que le Lightning joue en ce moment, puis il n'y a pas encore de points. Là. Il pourrait avoir 2 points en 3-4 matchs. Là. Kucherov, 2 points en 4 matchs. C'est le genre d'élément qu'il faut retenir s'il fait 116 points, puis tu dis, hey, il a fait 114 points en 78 matchs. Ahurissant à quel point ils peuvent être performants. Mais Panarin, comme je disais un petit peu plus tôt, les Rangers se sont fait blanchir 2 fois. Panarin n'a pas marqué. Le jour que ça débloque, tassez-vous de là, les Rangers vont être difficiles à arrêter. Fait d'ailleurs, parlant des Rangers, Braden Schneider, peut-être un joueur que je regarderais, joue beaucoup, joue en avantage numérique un petit peu. Un défenseur de profondeur. On ne peut pas toutes les faire, évidemment, mais genre de défenseur de profondeur que tu peux garder dans ton équipe. Bonne statistique périphérique aussi. Je vais vous laisser avec une dernière question. Les poolers, si jamais Rangers ne jouent pas bien et qu'ils sont plus en séries éliminatoires et que Artemi Panarin est toujours sans contrat, est-ce qu'il peut venir avec le Canadien de Montréal? Allez nous écrire. Allez nous écrire. Non. Ça, je refuse. C'est une vraie question. Je n'endose pas. On en parlera sur le côté, toi puis moi, Corbeau, dans ce cas-là. Ça va le clickbait. Mais en fait, la question est peut-être de dire, est-ce qu'il va signer avec les Rangers? Ça, c'est la bonne question. Et s'il ne signe pas avec les Rangers, est-ce qu'il va signer avec Montréal? Autrement, les poolers, allez nous écrire en commentaire sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok. On a nos pages. On a officiellement nos pages TikTok, Instagram, YouTube, notre chaîne YouTube. Évidemment, on n'a pas 97 millions de vidéos, mais on va tenter de produire plus de contenu. Venez nous voir le 100 Pool podcast en chiffres. Excuse-moi, je te vole ta finale, mais dans le bas de la page, on a officiellement nos pages. Allez nous suivre sur les médias. Allez nous suivre sur les médias. C'est moi qui vais faire le montage. Allez nous ça suivre fait boomer, ça, c'est ça? Allez nous suivre sur les médias sociaux. Allez nous écrire ce que vous pensez. Qui est votre Dom? Qui est votre Chase de la semaine? En commentaire dans nos médias sociaux. Allez nous suivre et allez nous écrire. Et on espère sincèrement que vous allez gagner votre pool cette année. Salut les poolers! C'est notre place, man, you know? C'est notre place, yo!